messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre entretien exclusif. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ouverture de la révision des listes électorales qui a suscité une vague d'indignation chez l'opposition. Dans la deuxième partie, nous allons parler du problème d'insertion des jeunes dans le marché du travail. Nous avons comme invité M. Boubou Diakhaté, président du mouvement des jeunes LD Debout. M. Diakhaté, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Les inscriptions sur les listes électorales sont en cours. Qu'en pensez-vous et pourquoi c'est devenu une affaire contentieuse chez l'opposition? Je pense qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas l'ouverture des listes, l'ouverture de ces inscriptions. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est le délai qui est imparti, qui n'est pas suffisant pour les jeunes. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment, dans un pays comme le Sénégal, qu'on donne un délai de 45 jours pour permettre aux jeunes qui n'ont pas de carte d'identité d'aller chercher sa carte d'identité, de récupérer sa carte d'identité et de déposer. Des jeunes qui ont, la majeure partie des votants, les primo-votants, qui ont sur leur carte d'identité non inscrits sur leur carte d'identité. Cette majorité-là, qu'on doit donner largement le temps d'aller se réinscrire, d'aller s'enrôler dans les centres d'enrôlement. C'est ce que l'opposition dénonce. La jeunesse n'a pas assez de temps pour véritablement aller s'acquitter de ce droit civique. Donc aujourd'hui, c'est ce que l'opposition fustige. Les primo-votants, ce qui fait que les primo-votants sont délaissés. Les primo-votants n'ont pas aujourd'hui leur devoir d'accomplir ce devoir citoyen qui est de s'inscrire sur les listes électorales. Alors que véritablement, on devait vraiment s'atteler à ce que, prendre en compte que c'est une majorité électorale qui est là et qu'on doit tenir compte qui leur permette véritablement de s'acquitter. À l'entame de vos propos, vous avez parlé du délai. Vous faites allusion exactement à quoi? Soit c'est la communication qui n'est pas bien passée ou bien... Ce n'est pas une question de communication. Parce qu'aujourd'hui, le dispositif qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire il faut que celui qui n'a pas d'abord de carte d'identité allait déposer. Et nous tous nous connaissons ici au Sénégal actuellement, pour avoir une carte d'identité, les difficultés que vous rencontrez. Surtout, il ne faut pas penser seulement à ceux qui sont ici à Dakar. Il faut penser aux Sénégalais qui sont au fin fond du Sénégal. Comment, en 45 jours, un Sénégalais qui est à Fongolemi, à Bakel, à Kédougou, à Kolda, de pouvoir bénéficier de sa carte d'identité le plus rapidement possible et de pouvoir revenir s'inscrire sur les listes électorales? C'est ça qui est dommage. Malheureusement, c'est une volonté manifeste de Macky Sall et son gouvernement de vouloir véritablement éliminer, empêcher ces jeunes pour qu'ils puissent s'inscrire massivement sur les listes électorales. Mais quand vous parlez de 45 jours, du 31 juillet au 14 septembre, oui. Mais peut-être aussi l'État a pris des mesures pour ça? Bon, pour préciser, le 14, c'est le 8 qu'ils vont arrêter les inscriptions. Il y a un délai de négociation, de recours. Et ce délai de recours prend une semaine jusqu'au 14. Mais ce sera le 8 septembre qu'ils vont arrêter les inscriptions. Ce qui fait qu'ils devaient donner largement le temps, par exemple 2 mois à 3 mois. D'autant plus que nous sachons, nous avons suivi tous les difficultés que les jeunes ont rencontrées pour avoir le certificat de résidence, certaines manœuvres de maires qui ont véritablement fait des démarches qui n'honorent pas la municipalité. Je ne peux pas comprendre comment un maire peut descendre aussi bas, dire que c'est moi qui va délivrer, c'est moi qui va... Alors qu'il y a vraiment des agents qui sont véritablement là pour mener cette mission-là. Des agents qui sont dans les mairies qui puissent véritablement délivrer ces certificats de résidence. Il y a aussi des chefs de quartier qui ne donnent pas ces certificats de résidence-là. Et ça aussi, l'opposition a dénoncé ça. On a constaté tous ces manquements-là durant ce processus. Ce qui permet que, pour avoir un certificat de résidence, c'est tout un problème.
Bon, maintenant, avant d'avoir ce certificat de résidence, quelqu'un qui doit avoir une carte d'identité, il faut d'abord retirer cette carte pour pouvoir aller s'enrôler. Et ça aussi, en 45 jours, je ne vois pas comment ils peuvent avoir ça. Est-ce que vous avez pris la peine de comprendre pourquoi le maire a pris la décision de livrer les certificats de résidence? C'est juste des démarches politiques et politiciennes. Et nous le comprenons tous. Parce que aujourd'hui, ils savent que aujourd'hui, si les jeunes sont massivement inscrits, ils savent qu'ils n'ont pas de bilan à présenter à la population. Et si les jeunes sont engagés pour véritablement aller s'inscrire sur la liste électorale, c'est en quelque sorte, ils pensent que oui, ce sont des gens qui vont les faire sortir de leur municipalité. Et raison pour laquelle leur stratégie, c'est de les empêcher à bénéficier de ces certificats de résidence. Il y a aussi le décret présidentiel qui interdit l'inscription avec le récépissé. Là aussi, c'est un manquement. C'est un manquement que l'opposition a fustigé. On ne peut pas comprendre, vous demandez aux gens en 45 jours, retirer sa carte d'identité en 45 jours, et ils savent pertinemment que les jeunes ne peuvent pas obtenir leur carte d'identité. Tous ces inscrits-là, tous ces primo-votants-là, ils n'auront pas leur carte d'identité en main. Mais pourquoi les empêcher d'aller déposer un récépissé? Donc, est-ce que ce n'est pas fait sciemment pour empêcher exactement, la tenue de cette exactement. élection? Ils l'ont fait sciemment pour empêcher ces gens-là de ne pas s'inscrire sur les listes électorales. Et c'est vraiment regrettable. Mais néanmoins, nous continuons de sensibiliser, de lancer un appel à la jeunesse, de ne pas se décourager, d'aller s'inscrire sur les listes électorales, d'aller déposer leur carte d'identité s'ils n'ont pas de carte d'identité, d'aller s'enrôler dans les centres d'enrôlement pour véritablement s'inscrire sur les listes électorales. Ça, véritablement, c'est quelque chose qu'il faut faire le plus rapidement possible. Parce que le 8, ils vont clôturer. Okay. Bon, vu ce contexte de la pandémie, puis que c'est un ennemi en commun, est-ce qu'il n'est pas temps de doubler un peu les inscriptions sur les listes pour d'abord combattre l'ennemi en commun qui est le Covid-19? Parce que quand on parle de l'élection, on peut aussi forcément parler du rassemblement. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps, ou bien est-ce qu'il ne serait pas judicieux de reporter les élections jusqu'à une date ultérieure? Bon, moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée de vouloir reporter les élections. Nous sommes dans un pays, dans une démocratie, et le calendrier républicain doit être respecté. Aujourd'hui, dans tous les pays, même les Occidentaux, sont en train de trouver des mesures de résilience, des mesures qui leur permettent de relancer leur économie, de reprendre les activités. Aujourd'hui, on ne peut pas reporter une élection parce qu'il y a une pandémie. Une pandémie où on ne sait pas jusqu'à quand. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de mettre tous les dispositifs nécessaires qui permettent aux citoyens d'aller s'inscrire massivement et de vouloir s'acquitter de leurs droits citoyens le 22 janvier d'aller aux élections présidentielles. Pour rappel aussi, ces maires ont terminé leur mandat il y a plus de 2 ans. Ils ont fait 7 ans au lieu de 5 ans à la tête de ces municipalités. Mais il y a aussi le Covid-19, peut-être c'est ce qui a empêché tout cela? Bon, pour le recul, pour le report, ce n'est pas la Covid. C'est exactement une volonté manifeste de Macky Sall et son gouvernement de vouloir maintenir leur maire sur place. Mais ce n'est pas la Covid. La Covid, c'est 2000. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un an. On est à 1 an et quelques de la Covid. Et les maires ont fait plus de 2 ans à la tête de leur municipalité. Alors que, normalement, depuis 2 ans, ils devaient quitter. On devait procéder à une élection municipale. Récemment, il y a le rapport de l'audit du fichier électoral qui a été publié. Révèle que près de la moitié des jeunes de 18 à 25 ans ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Ça, peut-être pourquoi on ne sent pas l'engagement des jeunes dans la politique? Et je pense que ça aussi, c'est de la responsabilité de l'État de mettre tous les moyens nécessaires pour véritablement sensibiliser la jeunesse. Aujourd'hui, on ne peut pas attendre jusqu'à une échéance électorale pour pouvoir aller s'acquitter, pouvoir trouver sa carte d'identité, etc. Moi, en tant que citoyen,
en tant que citoyen, j'ai 18 ans, je devais aller chercher ma carte d'identité. C'est un droit citoyen. On ne devait pas attendre quand même jusqu'aux élections pour vraiment faire la queue, aller chercher la carte d'identité. Et l'État a la responsabilité aussi de mettre tout l'appareil étatique pour véritablement une sensibilisation adéquate pour permettre, mais aussi, ne serait-ce pas à cette sensibilisation, faciliter ces jeunes-là pour s'acquitter de leur carte d'identité. Nous savons qu'aujourd'hui, avoir une carte d'identité ici au Sénégal, ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile. Moi, j'étais à la DAF pendant plusieurs reprises. Je connais qu'est-ce qui se passe. Des gens ont d'énormes difficultés pour avoir une carte d'identité. Et ce qui est regrettable ici au Sénégal quand même. Est-ce que, bon, peut-être aussi, on n'est pas dans la même période. Quand vous parlez au Sénégal, pour avoir une pièce d'identité, c'est difficile ou bien c'est compliqué. Mais actuellement, on prépare quelque chose. Donc peut-être aussi, ça ne serait pas très difficile comme avant. Oui, ce ne sera pas difficile, mais le délai qui a été imparti est insuffisant pour permettre à ces gens-là d'avoir leur carte d'identité. Avec ce rush-là, je ne pense pas comment ils vont mettre à la disposition de tous ces inscrits-là leur carte d'identité. Mais bon, M. Diakhaté, j'ai l'impression que vous mettez tout sur le dos de l'État. Et vous, quelle est votre position? Nous, notre rôle, le pays, notre rôle, c'est de sensibiliser. De sensibiliser nos militants, de les mobiliser, de les parler, mais aussi de parler aux citoyens, comme je suis en train de le faire. Mais ceux à qui on a mis à la tête de ce pays, ils ont la lourde responsabilité aujourd'hui de mener ce travail comme il se doit. Donc avec tous les efforts consentis, donc on peut dire que 45 jours c'est suffisant? Parce qu'avec tous les canaux utilisés pour faire passer la communication, donc on peut dire, parce qu'on a vu des affiches, pour ne pas citer des noms, aussi on a vu des flyers qui sont passés partout. Donc avec ça, moi je ne pense pas qu'on aura un problème avec 45 jours. Objectivement, vous pensez que l'État du Sénégal a fait une communication adéquate? Objectivement. Moi, je n'ai vu que quelqu'un qui a fait, un privé qui a fait des panneaux publicitaires. Moi, c'est ce que j'ai vu. Mais est-ce que objectivement, l'État du Sénégal a fait la communication, la publicité nécessaire à travers le pays, comme il se doit? Je ne pense pas. Et je pense que vous aussi, vous ne l'avez pas observé. Malheureusement, ils ne veulent pas que les gens s'inscrivent massivement, que cette jeunesse s'inscrive massivement, parce que c'est des gens qui vont leur sanctionner demain. Et ça, la jeunesse doit être consciente de ça et de faire le maximum d'eux-mêmes, de faire des sacrifices pour pouvoir véritablement avoir une inscription massive de jeunes sur les listes électorales. Récemment, j'ai vu une coalition qui veut la délocalisation des commissions dans des mairies. Est-ce que ça, c'est une bonne idée? Bon, je pense que... Selon eux, la lenteur, c'est dû à cela, quoi. Oui, je pense que l'opposition doit s'organiser. Et à ce niveau-là, je lance un appel à l'opposition de se mobiliser, d'être présent dans toutes les commissions. Ça, véritablement, la question, ce n'est pas le fait de délocaliser, mais l'accessibilité. Il faut que ces commissions soient accessibles à la population. Et c'est tout ce que nous demandons, que les gens aient accès à ces centres d'enrôlement pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs droits civiques. La caution est fixée à 15 millions. Est-ce que c'est une stratégie pour éliminer les candidats ou bien? Bien sûr, ils l'ont fait sciemment parce que nous, au niveau du dialogue politique, tu savais, c'est l'objet même, c'est ce qui nous donne raison à un certain moment de vouloir dire que ce dialogue politique n'est pas c'est une farce. C'est une farce. Je ne peux pas comprendre comment des gens puissent s'accorder dans leur dialogue politique qu'ils ont fait, que véritablement l'opposition demande à ce que les cautions soient de 5 à 10 millions maximum. Eux, ils viennent avec 15 millions. Et pourtant, si des indépendants comme vous, comme moi, par exemple, un indépendant, quelqu'un qui n'est d'aucune obédience politique, d'aucune coalition, qui veut être maire dans sa localité,
et qui n'a même pas 15 millions pour faire sa campagne. Comment pouvez-vous lui demander 15 millions pour faire 5 millions pour faire sa campagne? Comment vous pouvez lui demander 15 millions pour s'inscrire? Mais le camp présidentiel avait proposé 20 millions. L'opposition et les pôles non alignés ont proposé 5 millions. Oui. Et finalement, le ministre de l'Intérieur a fixé ça à 15 millions. Bon, selon vous, mais 5 millions aussi, c'est trop petit? Non, non, pas trop petit. Trop petit pour ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'on a vu avec la présidentielle en 2012, oui. On a vu des centaines de candidats, si je peux m'exprimer comme ça. Bon, on a vu des candidats qui sont, on les appelle même les candidats des pauvres, quoi. Okay. On les appelle comme ça, mais est-ce que aussi, c'est pour ça, dans d'autres parts aussi, ça peut être une bonne stratégie? Moi, je pense que dans une démocratie, il faut donner la chance à tous les citoyens de pouvoir briguer le suffrage de ses concitoyens dans une démocratie. Aujourd'hui, quand l'opposition demande 5 millions, l'opposition a bien fait le diagnostic de la situation. De 15 millions, de 5 millions à 15 millions quand même, ils devaient même, eux ils disent 20 millions. De 5 millions à 20 millions quand même, ils devaient choisir au moins 5 millions, retenir les 5 millions ou au plus aller jusqu'à 10 millions ou 7 millions. Mais c'est le ministre de l'Intérieur. Et le ministre de l'Intérieur, nous tous, nous savons que le ministre de l'Intérieur est du camp présidentiel. Et ça aussi, ça se comprend. Donc, c'est le pouvoir qui a décidé. Il est là-bas pour travailler, mais il y a des décisions, là, on peut dire que ça ne dépend pas du président. Oui, on peut le penser ainsi, mais tel n'est pas le cas. Nous savons ce qui se passe dans ce pays. Le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de son gouvernement, c'est le ministre de son chef, le ministre de son président. Voilà. C'est ce qui se passe dans ce pays. Il est temps d'attaquer la deuxième partie. Bon, le problème d'insertion des jeunes dans le marché du travail. Bon, selon un rapport, au Sénégal, chaque année, il y a 200 000 demandeurs d'emploi. L'État prend, au plus, l'État prend 20 000. Et 150 000 pour les entreprises privées. Ça reste toujours 38 000. Et on constate que chaque année, il y a le taux de chômage qui est élevé. Et ça aussi, quelle est la cause? Moi, je pense que la cause, elle est multiple. Aujourd'hui, il faut quand même aller vers la formation. Il faut que les jeunes soient formés d'abord. Pour aller au marché du travail, il faut être formé. Après avoir été formé, il faut l'insertion. Et l'insertion aussi, l'État du Sénégal a la lourde tâche de faire le maximum de lui-même. On avait promis les 100 000 emplois par année, on avait promis pas mal d'emplois par année, des projets qui n'en finissent même pas, des budgets alloués, des milliards, on ne voit absolument rien. Ce que nous constatons aujourd'hui, on ne peut pas, du moins, rejeter la faute à la jeunesse. Aujourd'hui, le Sénégal, on a une jeunesse engagée. Si vous voyez tous les matins, ces jeunes qui font les marchands ambulants, ces jeunes qui font des efforts dans les marchés à travers le pays pour véritablement s'en sortir, vraiment, on a une jeunesse engagée. Mais cette jeunesse n'a pas eu d'accompagnement. L'accompagnement qu'il faut de leur État. L'accompagnement qu'il faut, l'encadrement qu'il faut. Et ça... Est-ce que, je suis désolé, mais est-ce que ces jeunes sont compétents aussi? Parce que les entreprises ne prennent pas quelqu'un qui est incompétent ou bien quelqu'un qui n'a ni d'expérience professionnelle? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai dit qu'il faut la formation d'abord. Et la formation va dans ce sens-là. Mais quand vous parlez de la formation, là, ce n'est pas l'État. Oui. Ça dépend, c'est l'apanage. Oui, mais l'État a la responsabilité de former les citoyens. L'école sénégalaise, c'est l'État qui est garant. Dans quel côté l'État a la lourde tâche? Oui, dans quel côté? Aujourd'hui, nous avons tous vu l'état de nos universités. Dans chaque université de ce pays, nous avons constaté les manquements énormes
les difficultés énormes dont les étudiants vivent, y compris la formation professionnelle. Aujourd'hui, il ne s'agit pas, l'État ne peut pas donner d'emploi à toute cette jeunesse-là. L'État ne peut donner qu'une minorité de cette jeunesse-là. Mais l'État peut créer les cadres qui leur permettent quand même de s'insérer. C'est-à-dire, ce secteur informel-là, l'informel qui est là, qui est un secteur dominant, qui est un secteur productif, que la majeure partie de cette jeunesse sont engagés. Les marchands ambulants, ceux qui vendent le café, etc. Il faut les aider, les accompagner, ce qui leur permettent à leur niveau de pouvoir entreprendre. Il faut mettre les conditions adéquates qui tendent vers l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est l'une des voies adéquates qui permet véritablement d'insérer cette jeunesse-là. Et le secteur informel vraiment constitue un pilier fondamental qu'il faut véritablement valoriser pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir travailler convenablement. Donc on peut dire que le manque de travail, c'est ce qui pousse les jeunes à prendre les pirogues pour faire l'immigration? Malheureusement oui, parce qu'on a constaté que plus de 500 jeunes sont morts en mer. Mémoire à ces jeunes-là, à cette jeunesse-là, qui ont perdu la vie en mer. C'est dommage qu'ici au Sénégal, on a perdu plus de 500 jeunes en mer, mais on ne le sent pas dans ce pays. Et ce qui est dramatique, dans un pays comme le Sénégal, vous voyez des jeunes citoyens morts en mer et que ça passe sous silence. Et que les gens n'ont pas conscience de la responsabilité de ce phénomène. C'est décevant quand même, mais l'État doit revoir sa copie à ce niveau-là. L'Union européenne, la représentante de l'Union européenne a dit que l'Union européenne a mis un projet à la disposition de l'État pour l'insertion, contre l'immigration clandestine. Macky Sall est sorti et a dit que l'État n'a rien reçu. Et ça nous met quand même dans le doute. Mais comment dans un pays comme le Sénégal, que cette jeunesse qui continue à aller en mer, en masse, ça veut dire qu'ils n'ont aucune perspective dans leur pays. Et ça, véritablement, ça montre encore une fois l'échec de politique de jeunesse de Macky Sall et son gouvernement. Vous, en tant que président du mouvement des jeunes, quel conseil pour ces jeunes découragés, si je peux dire comme ça? Aller en mer, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Parce qu'on pense que c'est suicidaire. Oui, c'est suicidaire. Et nous demandons à cette jeunesse-là de ne pas désespérer de leur pays. Il y a de l'espoir et il y a de quoi survivre ici dans ce pays. Parce que les jeunes aussi attendent tout de l'État. Ça aussi, c'est un problème. Je l'ai dit tout à l'heure, j'avais dit tout à l'heure que l'État ne peut pas tout donner à la jeunesse. L'État, ce qu'il peut faire, c'est une minorité par rapport à cette demande, à la demande. Aujourd'hui, cette jeunesse doit entreprendre. Aller à l'intérieur du pays. Nous avons le sol, nous avons un sol fertile, nous avons de l'eau, etc., etc. Mais ils ont déserté l'intérieur du pays pour venir tous en masse à Dakar. Alors que Dakar ne peut pas accueillir, ne peut pas donner un lendemain meilleur à tout le monde. Si véritablement, et ça aussi, c'est là où on intervient l'État, si les conditions étaient réunies à l'intérieur du pays, qui permet à cette jeunesse-là de rester chez eux, de pouvoir travailler. Mes parents qui sont à Bakel, il y a le fleuve Sénégal, il y a de la terre. Qu'est-ce qui empêche cette jeunesse-là de rester, de les encadrer dans le maraîchage, dans l'agriculture, dans l'élevage et dans d'autres secteurs d'activité? Et c'est là que nous interpellons l'État. L'encadrement, de mettre les conditions qui permettent de maintenir les jeunes sur place, dans leur localité. Et ici à Dakar, quand vous venez, ceux qui viennent de l'intérieur, s'ils sont retournés chez eux et qu'ils ont les possibilités de travailler chez eux, ce serait une excellente chose pour le pays.
Monsieur Diakhaté, on ne peut pas boucler cet entretien sans parler ou bien sans aborder le sujet de l'inondation. Récemment, on a constaté plusieurs cas d'inondation dans la banlieue dakaroise. Quelle est votre impression sur la situation? Je pense que Macky Sall avait dit, quand j'étais venu en 2012, il y avait des milliers de familles qui sont sorties à cause des inondations. Aujourd'hui, avec le plan décennal, je répète ce que j'ai dit, hein, en l'ironisant, comment il le disait. Aujourd'hui, avec le plan décennal, il a mis fin à ce problème. Je demande la question aux Sénégalais, est-ce que c'est une réalité? Non. Et nous vivons aujourd'hui pire que ce que nous avons vu les années précédentes. Comment dans un pays que l'État s'engage à mettre en place un plan décennal 2012-2022, un plan qui va terminer bientôt, et qu'aujourd'hui nous vivrons pire que ce qui était arrivé? Ça veut dire que rien n'est fait. Et où sont ces centaines de milliards qui ont été alloués à ce projet-là? Il y a 766 milliards qui ont été Ces déployés 766 milliards-là, où sont ces 766 milliards? Et en 2020 aussi, il y a 15 milliards qui ont été décaissés. Exactement. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont failli dans cette politique de lutte contre les inondations. L'année dernière, à la même période, quand Keur Massar avait vécu la même situation, ils sont venus, au lieu de trouver des mesures adéquates qui permettent à la population véritablement de lutter contre ces inondations, qui permettent à la population de ne pas vivre l'année prochaine le même calvaire, ils ont amené un décret. Oui, on va mettre Keur Massar comme département. Les gens ont applaudi. De Keur Massar. Les gens ont applaudi. C'était pas la solution, ce n'était pas ça. Ils s'attendaient à une solution aux inondations. Ils nous viennent avec une réponse politique. Macky Sall est habitué des faits. C'est politique. Il ne connaît que la politique. Il ne fait que la politique matin, midi, soir. Il n'a aucune réponse par rapport aux besoins des populations. Pour rappel, on a tous suivi l'aveu du ministre Omar Gueye, qui a fait un aveu devant la presse. Comment peut-on, dans un pays comme le Sénégal, on a un service, les sapeurs-pompiers qui sont aussi compétents, qui ont la compétence requise. Pourquoi on n'a pas donné ce marché-là, on n'a pas donné les moyens adéquats aux sapeurs-pompiers de pouvoir faire face à ces mesures-là? Ils ont pris une entreprise qu'on va donner un marché et qui va soumissionner pour faire ce travail à la place des sapeurs. Alors que lui-même, il dit que les sapeurs sont très efficaces dans le travail. Ils ont 2 sites sur les 27 sites à Keur Massar. Sur les 2 sites, les sapeurs-pompiers ont fait un travail extraordinaire. Et sur les 25 sites, c'est pour l'entreprise qui a gagné le marché. Certes, l'entreprise a soumissionné, ils ont fait boucler tous les processus du marché, etc. On le comprend, ce n'est pas un problème. Mais l'argent qui a été donné, qui a été éjecté dans ce projet-là, si on avait mis à la disposition des sapeurs-pompiers, acheter les matériels, les moteurs-pompes, mettre ça à la disposition des sapeurs, aujourd'hui, cette situation aurait soulagé la souffrance de ces populations. Il y a des motopompes là-bas. Il y a des motopompes. Oui, il y a des motopompes. Mais à quand le calvaire va terminer? On ne sait pas. Imaginez des familles qui n'arrivent même pas à... Il y a le plan Orsec aussi. Oui, le plan Orsec. Nous sommes habitués à ça. Aujourd'hui, nous demandons une solution. Une solution face à ces difficultés-là. Ce ne sont pas des plans Orsec conjoncturels qui vont régler ce problème-là. À Bakel, par exemple, non seulement il y a les inondations, mais aussi il y a la montée du fleuve, la montée des eaux du fleuve.
L'année dernière, ils ont eu des dommages extraordinaires, mais ils n'ont pas senti l'État. Malheureusement, à chaque fois, on attend que le problème tombe dessus et qu'on brandit un plan Orsec, etc., pour véritablement trouver des solutions. Mais peut-être aussi avec les 1000 milliards qui ont été décaissés dans la lutte pour venir en aide aux populations dans la lutte contre le Covid-19. Peut-être aussi ça a été un impact. Pour cela, l'État n'est pas venu à tôt pour secourir les populations sinistrées. L'État ne fonctionne pas comme ça. L'État est dans la prévision. L'État du Sénégal sait pertinemment que l'hivernage, on a des problèmes d'inondation. Ok, M. Diakhaté, le temps qui nous est imparti est épuisé. Bon, je vous laisse le mot de la fin. Je remercie vraiment Kerndam TV. Kerndam TV vraiment... Kerndanan TV du moins. Les remercier, les encourager. Vraiment, c'est une initiative exceptionnelle pour Rufisque. Et souhaiter que pour ce projet-là soit un succès, vraiment, que cette télé aille vraiment à l'international. Vraiment, c'est ce que nous souhaitons. Ces genres d'initiatives-là permettent non seulement à la jeunesse de travailler, mais aussi permet une visibilité par rapport aux activités qui se font au niveau de nos localités. Et c'est moi qui vous remercie, qui vous encourage et vous souhaite vraiment beaucoup de succès dans les projets à venir. Merci, chers téléspectateurs. Je vous rappelle que notre invité, c'est M. Boubou Diakhaté, président du mouvement des jeunes LD Debout. Merci et je vous invite à la prochaine.